Donc là, l'idée, pourquoi je t'invite à participer à cet échange et peut-être à nous expliquer plus en détail, c'est déjà parce que tu as été à la commission numérique de Nuit debout, donc déjà tu étais impliqué dans le réseau municipaliste, citoyen, etc. Et par rapport à cette question donc du numérique et des réseaux sociaux, parce que je travaille et j'essaie de sensibiliser les élus à peut-être un nouveau mode d'organisation qui permettrait qu'on se rencontre plus facilement en présentiel via des assemblées de quartier, etc. Pour, en contrepartie, sortir des réseaux sociaux parce que tu as des gamins, J'ai une gamine, ouais, ouais. tu as une gamine. Ouais, Oui, tu oui, sais comme moi que, qui se fait flinguer la tête aussi par les réseaux. Voilà. comme mes enfants. Et pour les sortir des écrans, les enfants, il faut arriver à les occuper avec d'autres activités. Et comme ça, ils passent du temps sur d'autres activités, ils ne passent pas sur les écrans. Très bien. Et je pense que c'est un peu le rôle des élus, des municipalités, d'organiser un autre mode de fonctionnement au niveau local pour peut-être faire en sorte que les gens se retrouvent pour de vrai, donc du lien social authentique, et pour qu'ils puissent sortir de ce truc des réseaux sociaux. Voilà. Donc on s'aperçoit en fait d'une manière générale, y compris ici à Pont-Saint-Esprit, hein, sur les réseaux sociaux, que, il y a quand même une recherche de vouloir sortir des écrans. Là, par exemple, en ce moment, il y a une action qui a été lancée, impulsée un petit peu par une école primaire qui s'appelle l'école Jean Jaurès. Mhm. Et donc, pendant une dizaine de jours, il y a une action, lâche ton écran, un truc comme ça. Mhm. Donc, ça fait 2 ans qu'elle est à cette initiative. Et parce qu'on voit bien qu'il y a un problème avec les écrans chez les enfants, chez les adultes, que sur les réseaux sociaux, ça peut transformer les comportements, hein. Donc, les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Tu m'as parlé, donc, il y avait les nouveaux réseaux sociaux, style TikTok, qui étaient encore différents de ceux de Facebook. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge par rapport aux différents réseaux sociaux? Parce que enfin, moi, mes gamins, Facebook, c'est pour les vieux, tu vois. Et en fait, c'est vrai que tout ce qui est politique passe en local, passe beaucoup par des groupes locaux Facebook. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les dérives des réseaux sociaux, comment c'est foutu, comment ça fonctionne? Tu m'avais parlé, par exemple, que le smiley en colère envoie plus de notifications que le pouce ou les choses comme ça, quoi. Je te Alors, laisse te pas débrouiller. exactement comme ça, mais oui, c'est de cet ordre. En fait, bon, bah, déjà pour le panel un peu générationnel sur les réseaux sociaux, bon, bah, Facebook est le premier à être apparu avec Twitter, et donc du coup, les plus jeunes qui ont vu apparaître après Instagram et ensuite encore plus jeunes TikTok ont eu, ou Snapchat ou des choses comme ça, ont eu un peu les réseaux où leurs parents étaient dans lequel les parents étaient absents et donc on crée leur propre communauté comme ça. C'est comme ça que tu as une espèce de fracture générationnelle. Euh, Ensuite, donc pour globalement expliquer un peu ce qu'est un réseau social, comment ça fonctionne et le moteur un peu dedans, il faut savoir que donc que un réseau social est quelque chose et un outil technologique qui est extrêmement complexe et qui demande une énorme infrastructure. Parce qu'on partage des vidéos, on partage des images, des quantités d'échanges de textes, etc. Et ça prend énormément d'espace, de serveurs, de calculs ou de ce genre de choses. Puis il y a toute l'historique qui est maintenue systématiquement. Donc, en fait, tu as plus facilement des énormes boîtes qui sont en capacité d'offrir des services de ce type parce qu'ils sont capables de lever énormément d'argent. Et voilà. Et comme tu as remarqué, tu ne payes pas ton accès à ces réseaux sociaux. Le mode de financement pour payer toutes ces énormes infrastructures, il faut un modèle d'affaires, quoi, un business model, comme on dit, hein, qui permette de rentabiliser tout ça et aussi d'être monopolistique, parce qu'il est un peu dans la nature d'un réseau social d'être monopolistique, tout simplement parce qu'à l'usage, en fait, tu veux que quand tu vas dans un réseau qui te promet de parler et de te connecter avec n'importe qui, qu'il y ait tout le monde dessus. Donc en fait, c'est un peu le plus gros qui gagne. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très Ouais. difficile de mettre à bas Facebook ou les monopoles là-dessus, parce que tu dis à tous tes copains, bah moi je suis sûr, Mastodon ou un truc comme ça, bah il dit ouais, bon ok, on va être 10 mais finalement les qualités voilà. Donc en gros, tu as une espèce de mur comme ça au succès qui est dur à dépasser. Et en fait, donc,
vis-à-vis de la politique du modèle d'affaires des plateformes, tu ne payes pas d'abonnement, ce n'est pas sur abonnement. Donc en gros, c'est sur les annonceurs et les gens qui payent pour faire des pubs un peu sur ces réseaux qu'ils arrivent à se faire du fric, quoi. Et le truc, c'est qu'ils ont très très bien étudié les comportements des utilisateurs et ils ont observé que les contenus les plus clash, qui divisent le plus, qui provoquent les émotions les plus fortes, donc souvent c'est l'indignation reste l'émotion la plus virale au monde et voilà donc tu vas te retrouver, ils vont se rendre compte que si ils favorisent dans leur algorithme des contenus qui provoquent la colère. Donc, toutes les réactions emoji colère sur un post Facebook, il va avoir un peu, l'algorithme va le favoriser, son expansion finalement dans les vues, parce qu'il sait que ça va être exponentiel, quoi. Donc, c'est comme ça que ça explique pourquoi une fake news prend aussi bien, c'est parce que, bon, voilà, quoi, un extraterrestre se baigne dans ta baignoire en ce moment même, ça fonctionne plus que le dernier rapport nuancé sur X ou Y. Voilà, ça marche beaucoup moins, quoi. Et ça, c'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi sur les fils d'actualité que tu reçois sur ton téléphone Android, sur Google, parce que tout n'est pas réseau social, hein. Tu as aussi les flux d'actualité ou ce genre de choses. Tout ça participe un peu de ces mêmes dynamiques. Donc, ils favorisent tout ce type de contenu. Et il y a eu, justement, tu parlais de TikTok, il y a eu, les algorithmes changent avec les années. L'algorithme de Facebook d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Et en fait, il s'est transformé, d'ailleurs, ils se sont tous transformés de cette façon-là. Avant, Facebook, selon les amis que tu avais, les pages que tu suivais, tu avais un fil d'actualité qui correspondait à peu près à ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Ils ont utilisé le modèle TikTok où finalement, ils se fichent un peu de ce que tu choisis. Il va prendre dans ce qui est le plus viral, le plus machin, quelque chose qui correspond un peu à tes idées, il a vu de ton comportement où tu as cliqué, etc. Et quelque part, en fait, il va prendre le contenu maximaliste qui te correspond le plus, qui va en maximaliser encore plus. Tu vois, par exemple, moi j'ai un mec que je suis beaucoup qui s'appelle Lee Nguyen Ohang et qui lui a une chaîne Science for All qui s'appelle Science for All sur YouTube. Et il a sorti un rapport d'Amnesty International qui montre la responsabilité de Facebook dans la propagation de fake news contre les Rohingyas, qui a provoqué une vague de haine et de revanche populaire et de violence, quoi, et beaucoup de morts, quoi, qui ont été la conséquence quasiment directe. Et justement, qui a réussi à identifier comment cette espèce un peu de processus on favorise les angry react ou ce genre de choses, comment ça peut avoir un direct impact de ce type. On a vu aussi Cambridge Analytica, comment l'extrême droite a réussi à payer des boîtes pour faire des campagnes d'influence qui ont favorisé, là, comme une traînée de poudre, des fake news sur les migrants, ce genre de choses aux États-Unis, comment ça a influé positivement pour le vote de Trump. On l'a vu aussi en Europe pour le Brexit, et on le voit maintenant systématiquement les cellules d'influence russe, comment n'importe quel, ou et pas que russe, hein, d'ailleurs, les médias comme Breitbart, des médias d'extrême droite américains, utilisent finalement ces processus parce que on sait très bien, on observe que il te faut 2 minutes pour qu'une fake news devienne populaire à travers tout le web et il te faut 1000 ans pour la débunker, quoi. Ouais. En fait, le mal est déjà fait. Tous les trucs de débunkage ne fonctionnent pas vraiment, quoi. Parce qu'ensuite vient un phénomène un peu social qui s'observe sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtrage, c'est-à-dire on est chacun de nous un peu parce que finalement on nous propose que des trucs qui vont un peu dans notre sens, on se retrouve enfermé dans un univers, on n'a que des gens d'accord avec nous, ce genre de trucs et on se voit pas vraiment d'opinions différentes et que quand on voit une opinion différente finalement, vu que c'est pas, ça confirme pas un peu nos croyances, eh ben on va avoir tendance à la rejeter et donc tu as comme ça un univers social extrêmement clivé, identitaire. Et quand je dis identitaire, je ne parle pas que les identitaires d'extrême droite, c'est un peu mon identitaire à moi aussi, de Parigo, Ouais, ouais. Bobo, Nani Nana, et même par exemple les mouvements intersectionnels,
etc. et tout, ils se retrouvent un peu dans leur bulle. Quand on se retrouve dans une réunion publique ou avec des gens ou à parler avec des gens, chacun vient avec sa bulle, avec ses a priori, avec son référent identitaire, voilà, intellectuel. Et c'est très très dur de casser ça pour ne mettre que des faits, pour prendre du recul, trouver de la nuance et faire un débat vraiment basé sur des choses comme ça.